commencer donc avec ce travail qu'on a fait en 2023 et qui est parti d'une réflexion, je dirais, d'actualité. Ça fait déjà quelques années que c'est dans l'actualité, mais on s'est rendu compte qu'en termes de données, en termes d'informations sur les territoires, on en restait à des choses extraordinairement classiques. On sait où sont les riches, les pauvres, les ouvriers, les cadres, on sait où il y a de l'emploi, où il n'y en a pas. Mais oui, on reste dans de l'information très sectorielle, finalement. Je fais du social, je fais de l'économique. Mes collègues, bien sûr, à l'agence, font un peu de territorial et de spatial, heureusement. Mais on n'avait pas de document qui essaierait de faire le lien entre toutes ces dimensions de la vie sociale. Et puis, même si certaines d'entre nous à l'agence font des études plus environnementales, on s'est rendu compte qu'il y avait une grosse carence de données dans le champ de l'environnement. On ne travaille pas ces données d'une manière habituelle, et donc on découvre toujours un peu tard qu'il y a des problèmes, ou qu'il y a des aspects inconnus, mais qui ont des effets réels sur le territoire. On s'en était bien rendu compte l'année dernière au printemps, quand on était allé voir la forêt dans la vallée de Masbeau, où on se retrouve bien coup avec un phénomène massif de scolytes, etc., des périssements de la forêt. Ah, mais derrière, la forêt, c'est aussi une activité économique, c'est aussi le maintien des sols, etc. etc. Donc, on s'est dit, il faut réfléchir à ça. Alors, on avait fait un groupe de travail avec le service éco de l'agglomération, et puis les agents de développement du Sud-Alsace, et on avait mis au point une liste d'indicateurs impressionnantes. Compte tenu des moyens et du temps disponible, tous les indicateurs n'ont pas pu être développés, d'autant plus que certains demandent à être construits. L'information n'existe pas. Donc on a joué la simplicité et la facilité, même si j'ose dire. On est allé voir les données correspondant à nos indicateurs qui existaient dans les bases de données, il y en a 15 ou 20 au niveau national. Et malheureusement, on a laissé tomber certains enjeux ou certains indicateurs, parce qu'il aurait fallu produire de la donnée et ça, on n'avait pas le temps. Mais la voie qu'on a, c'est qu'elle va vous montrer, après mon intervention, comment l'agence produit de la donnée. Alors, on est plusieurs à collaborer. Anne met en forme, met en chiffres, met en cartes. Cécile travaille sur des données avec d'autres, etc. On arrive à construire la donnée, mais c'est très chronophage. Et donc là, pour l'instant, on est resté sur des données officielles et des données accessibles. Alors, présenter des données nouvelles en partant d'un principe simple, c'est qu'il n'y a pas de territoire sans ressources. Tous les territoires ont des ressources. On peut toujours se plaindre et dire qu'il n'y a rien, qu'on est un désert, etc. Mais même dans un désert, il y a de la ressource. Vous pouvez faire du photovoltaïque, vous avez plein de bestioles qui circulent. Il y a des ressources partout, mais quelquefois, on ne la voit pas. Ou on la voit quand elle vient à faire défaut. Et ça, c'est grave. Parce que finalement, on n'a pas forcément très bien utilisé les ressources dont on disposait. Et ces ressources sont d'ordre très différent. Vous avez les ressources humaines. Il n'y a de richesse que d'hommes, disait-on au XVIe. Aujourd'hui, on dirait des femmes aussi. Il y a des ressources sociales, la capacité des gens à s'organiser pour travailler ensemble, faire des choses dans des champs divers, la culture, le social, le sport, etc. Vous avez des ressources économiques. Ah bah oui, il y a des ressources économiques, les gens ont un revenu, les collectivités ont des revenus, vous avez des ressources financières, et puis vous avez aussi des ressources que j'ai mis entre guillemets naturelles, parce que moi je ne sais pas ce que c'est que la nature, je suis plus très cartésien, et donc on a des ressources qu'on appelle encore naturelles, mais à tort, puisque ces ressources sont travaillées depuis des siècles par l'humain, et ce sont des objets aussi sociaux, techniques que naturels. Ces ressources sont par définition fragiles. Regardez la ressource humaine. Il y a encore quelques dizaines d'années, on disait que la force de l'Italie, c'était sa natalité. Il y avait des grandes familles italiennes, et puis on avait une nation jeune,
est assez dynamique, hein, mettez-vous dans les années d'après-guerre, en Italie, c'est génial. Ben, cette ressource-là, qu'on croyait quelque chose de stable, etc., elle s'est effondrée en quelques années. Aujourd'hui, l'Italie doit être l'un des pays d'Europe où la fécondité est la plus faible. On ne fait plus d'enfants. Pourtant, on aurait pu penser que c'était la culture, entre guillemets, des Italiens. Ben non. Il y a des quantités de ressources qui sont comme ça, toujours très, très fragiles. Et ce qui ressort des travaux et de ce qu'on entend tous les jours, c'est que non seulement des ressources vivariatures sont assez fragiles, mais en plus elles sont fragilisées. Elles sont fragilisées de deux manières, par les changements climatiques. On voit bien les problèmes de l'eau, par exemple, actuellement. J'ai vu que le plan eau était sorti aujourd'hui, il est diffusé, parce qu'il y a urgence à agir. Et puis, il y a le mode d'usage d'une ressource. Comment utilise-t-on les ressources? On peut les exploiter allègrement, et puis on peut aussi essayer d'avoir une gestion un peu plus, une utilisation un petit peu plus durable, comme on dit depuis 30 ans maintenant, des ressources. Alors, dans le document, vous trouverez, j'ai repris à peu près les grandes têtes de chapitre, vous trouverez des données, alors qui sont soit sous forme cartographiée, qui fait les cartes. Oui, si j'appuie pas sur le bon bouton, ça ne va pas le faire. Donc là, j'ai pris un exemple ici. C'est quoi ça? Je dirais bien que c'est le nombre de catastrophes naturelles qui ont été reconnues dans le département du Haut-Rhin. Et vous voyez que toutes les données, même quand ce n'était pas possible, on a tordu le cou un peu aux chiffres, mais pour les présenter à l'échelle des intercommunalités. À la commune, c'est trop problématique, c'est trop petit, bien souvent, etc. Mais on a réussi à présenter des données avec quelques précautions d'usage par endroit qui sont signalées, des données au niveau intercommunalité. Ou bien ça va prendre une autre forme, ça va prendre des données chiffrées, parce que on s'était aussi rendu compte que nos collègues qui font le développement économique du sud de l'Alsace, ils n'ont pas toujours toutes les données. Alors il y en a un qui va chercher les données à droite, l'autre qui va les chercher à gauche, l'autre qui prend une année de ceci, l'autre une année de cela. C'est pas génial. Donc là, au moins, tout le monde aura la même info. Et donc, c'est quelque chose qui permet aussi de réfléchir d'une manière un peu plus cohérente que ce qu'on fait habituellement. Donc, il n'appartient pas à l'agence de pointer du doigt les vulnérabilités de chacun des territoires, qui n'ont pas notre objet. Même si de temps en temps, c'est tellement évident, ça saute aux yeux qu'on fait le fait. Mais chaque territoire va pouvoir retrouver des éléments de réflexion sur ses ressources et sur ses vulnérabilités. L'objectif, c'est d'être outillé un peu mieux, c'est ça. Être outillé un peu mieux pour réfléchir aux manières d'utiliser les ressources. Et puis, il faut arrêter de penser en silo. Quand je dis, oui, il y a de l'économie, du social, du naturel et tout ça, ça tourne ensemble, tout ça. Et nous, on pense encore trop souvent en économie sociale, machin, aménagement, urbanisme. Au contraire, il faut essayer d'avoir une vision un peu plus systémique. C'était une volonté ancienne, j'allais dire les années 70, 80, faire des systémiques. On a un peu abandonné, moi je pense qu'il faut y revenir. Parce que les différentes activités sont encastrées les unes dans les autres. Alors ça, c'est un terme qu'on va retrouver dans la nouvelle économie géographique, ou la nouvelle géographie économique, qu'on retrouve chez des auteurs spécialistes de l'économie territoriale comme Bouba Olga, qui travaille lui-même très souvent avec un sociologue, association de compétences, pour appréhender des phénomènes spatiaux qui soient socio-économiques. Et on avait donné un exemple l'année dernière avec ce petit travail qu'on avait sorti sur les marchés locaux du travail. Et les marchés locaux du travail, cette étude montre clairement qu'il est impossible d'abord de parler du marché du travail, il n'y en a pas un, il y en a plein, et que je ne peux pas appréhender les phénomènes sans tenir compte de facteurs spatiaux, d'éloignement à l'emploi, donc du taux de motorisation des ménages, 3, du nombre de familles monoparentales, donc surtout des femmes qui ont
la double contrainte, la double peine, sans parler du comportement des entreprises, parce que lorsque je suis en une entreprise située au fin fond d'un territoire rural, ben, j'ai un pouvoir de marché important, etc. etc. Donc là, j'ai de la donnée à la fois économique, mais j'ai de la donnée sociale, j'ai de la donnée de mobilité, et puis ça nous renvoie à la mobilité aussi, à des choix politiques qui ont été faits ou pas, de développer, je sais pas, des gares pour enfants ou des infrastructures de mobilité. Et donc, il faut continuer ce travail. Là, c'était un petit essai sur les marchés du travail. Il ne suffit pas de traverser la rue. Et on peut avoir le même genre d'approche avec d'autres indicateurs que j'ai listés. Ce qui est certain, on le voit bien dans pas mal d'endroits, c'est que les interventions sectorielles, pensées bien en silo, dans son champ, ça peut produire plus de mal que de bien. Alors, on va rentrer tout de suite dans des exemples. Je ne vais pas passer en revue tout le document, parce que sinon, on tient encore ce soir. Je vais prendre quelques exemples, ça vous donnera une indication du contenu. On va partir sur un point, sur la démographie. On va prendre un premier point, le vieillissement de la population. Comment je peux analyser le vieillissement de la population? Je veux dire, bon, je peux avoir des chiffres, la population vieillit, elle va vieillir. Oui, ça, on le sait, d'accord. Mais ce qui est intéressant, si on se met le plan économique, c'est que ça peut se réduire par la pénurie de main-d'œuvre, une manque d'attractivité économique, parce que l'entreprise qui cherche des compétences, si elle voit qu'il n'y a pas vraiment de compétences nécessaires à un endroit, elle peut aussi se dire, bah, je préfère aller ailleurs, là où il y a des compétences. Et puis ça peut conduire, puisque certaines entreprises disparaissent et s'il n'y a pas de renouvellement, à une baisse de l'emploi industriel. Donc voilà, paf, un problème démographique, déjà des quantités d'effets strictement économiques. Maintenant on va continuer, parce que si j'ai une baisse de l'emploi, et notamment, j'ai encore utilisé le mauvais bouton. Qu'est-ce qui se passe là? Voilà. Si j'ai une baisse de l'emploi, et notamment l'emploi industriel, puisque c'est l'emploi industriel qui induit beaucoup d'autres emplois, bah, ça va se traduire par du chômage, un désinvestissement social et politique, éventuellement des pensées radicales, paf, une perte de légitimité politique. Ah merde, je suis parti d'un problème démographique et j'arrive dans le champ politique. Mais on peut continuer, parce que le vieillissement de la population, ça va se... Ah, mais c'est pas possible, ce truc. Je l'ai trop renois par rapport à la petite machine, c'est tout. Le vieillissement de la population, ça va peser sur les finances publiques locales, tout comme le chômage. Je vais me retrouver avec des équipements surdimensionnés. Je me souviens d'un bled Carlancas, un ancien territoire minier au fin fond de l'Hérault. Il y avait une école pour 200 gamins, il n'y en avait plus que 2. Qu'est-ce que je fais du bâtiment? Moi, petite commune, moyenne d'âge 80 ans, qu'est-ce que je fais d'un bâtiment pareil? Ah ouais? Ben, il faut gérer, c'est bien volontaire. Mais ça veut dire qu'il va aussi falloir financer des équipements nouveaux, par exemple des EHPAD, ou du personnel qui va permettre le maintien à domicile de la population âgée. Bref, tout ça, comme le chômage, ça a des coûts sociaux importants. Donc vous voyez, je pars d'un phénomène démographique et je balaye le champ politique, économique, social, quoi. Vous allez me dire, oui, mais alors, ça va bien. Quand il y a de la croissance démographique, tout baigne, pas du tout. Quand il y a de la croissance démographique, un dynamisme démographique ici, je risque d'avoir une pénurie de logements et une croissance du coût de l'immobilier. Ah, c'est gênant. On a quelques exemples locaux comme ça. On a une croissance forte du coût de l'immobilier et une croissance démographique forte. Je parle du Luxembourg, bien sûr, pas je vais avoir un éloignement des lieux d'emploi et des lieux de résidence si je ne peux pas accéder au logement. Ah, ça veut dire quoi? Qu'éventuellement je me retrouve au chômage, que de toute façon sur le territoire il va y avoir une perte de mixité sociale, on va avoir une concentration des riches d'un côté, une concentration des pauvres de l'autre, et c'est jamais bon. On va avoir des besoins en mobilité, puisqu'il va falloir quand même, si les entreprises ont besoin de main-d'œuvre, il va falloir que les gens viennent travailler. Si j'ai une absence de transport en commun, ça va se traduire par le recours à la voiture personnelle, paf, pollution de l'air.
Et puis de l'exclusion sociale qui va réengendrer des coûts sociaux, de la même manière que l'absence de transport en commun va engendrer un besoin d'équipement, des cars, des trains, et puis des coûts sociaux, parce qu'une partie va se retrouver au chômage, faute de pouvoir payer les coûts de transport. Alors, c'est un petit... Si j'avais fait le graphique complet, il serait illisible. J'ai repris que quelques éléments. Mais ce qui est important de se souvenir, c'est que finalement, il n'y a pas que quand ça va mal qu'on a des problèmes. C'est la complexité à la fois de l'analyse et de la politique, de l'action politique. C'est que même quand on est dans une situation favorable, et ça les élus connaissent bien, hein, j'ai du dynamisme démographique, ah ouais d'accord, j'ai oublié que mon école primaire n'était pas adaptée au nombre d'enfants qui viennent de s'installer. Ah, il faut que j'investisse d'un seul coup X millions pour agrandir mon école. Ça arrive. Donc même quand, je dirais, tout va bien, entre guillemets, on voit bien qu'on a à la fois, à partir d'une donnée démographique, des effets économiques, des effets sociaux et des effets, j'allais dire, dans la sphère publique. Alors c'est un exemple simple, mais qui me semble assez éclairant, à la fois de la difficulté de prendre des décisions et puis de la nécessité de réfléchir différemment, hein, et d'une façon non cloisonnée, non sectorielle. Une autre vulnérabilité liée à la démographie, c'est la jeunesse du territoire. Ah ouais, c'est bien d'avoir des jeunes. Et on a de la chance, parce que si vous prenez le bas du tableau, alors ça c'est l'indice jeunesse, vous savez, on prend la part des jeunes, la part des vieux, on fait un ratio. Si vous avez plus de jeunes que de vieux, c'est bien. L'inverse, c'est plus embêtant. Alors vous voyez que à Saint-Amarin, Vallée de Münster, Rouffach, on est là sur une population qui est relativement vieillissante. Et puis, plus on va arriver, M2A, Saint-Louis, centre du Rhin, à Brissac, on est sur une population avec une majorité de jeunes. Alors c'est bien. Vous dites, ouais, là, la relève est assurée. C'est important parce qu'il faut bien financer le vieillissement de la population et les équipements sociaux dont j'ai parlé précédemment. Le problème, c'est que si vos jeunes ne sont pas formés, ce sont des chômeurs, et de plus en plus. Or, quand on prend la carte qu'on construit à partir des données sur la formation post-bac, 18-24 ans, on s'aperçoit qu'on a des taux de formation des jeunes extrêmement bas. Nos jeunes ne se forment pas. D'accord? Alors, vous allez dire, oui, mais Mulhouse, là, on est bon. On est bon, Mulhouse, vous voyez, on est à plus de 40%. Oui, on est à 44%. Mais en France, en moyenne, on est à 52,1%. C'est-à-dire qu'on a 7 points de retard en matière de scolarisation des jeunes. Et comment c'est que de plus en plus, même pour des boulots d'ouvriers, il faut avoir un BTS, un BUT, un BUT maintenant, et ben, si vous avez des jeunes qui ne font pas l'étude secondaire, il est probable qu'ils soient en difficulté pour s'insérer sur le marché du travail. Et toutes les données de suivi des corps étudiants le montrent, moins on a de diplôme, plus on a de difficulté d'insertion, plus on a de chômage. Donc vous voyez, là on est dans le champ démographique, mais encore une fois, on ne peut pas travailler cette donnée-là sans faire l'aller-retour avec d'autres données comme la scolarisation, l'accès à l'emploi, etc. Un autre exemple de vulnérabilité, à la fois de ressources et de vulnérabilité, dans le champ économique. Les entreprises, c'est très très important, c'est évident, ça ramène de l'emploi et des finances, ça contribue aux finances publiques locales d'une manière assez intéressante, à travers de taxes et d'impôts, contributions. Ouais, c'est vrai, c'est intéressant, sauf que, là encore, il faut se méfier. Quand vous prenez par exemple le Val d'Argent, Val d'Argent, ici, j'ai bois papier, ça c'est une branche, 28,6% de l'emploi local. Vous mettez meubles, 38,9% de l'emploi local. Autrement dit, vous avez presque 70% de l'emploi local qui tient sur deux activités, et je dirais même encore mieux, c'est deux entreprises.
burger et les meubles de cuisine. Ben là, vous êtes dans une vulnérabilité extrême. Parce qu'il suffit d'un petit choc sectoriel. À un moment, les Chinois nous envahissent de bois. Non, je ne mais à un moment donné, on n'est pas à l'abri d'une crise. Donc, mieux vaut avoir des économies. Alors, moi, je trouve que la dollaire, c'est intéressant, parce que si on voit la dollaire, c'est spécialisation économique. Oh, mais c'est pas... Ces spécialisations économiques, c'est à la fois la métallurgie, la plasturgie, matériel de transport, du commerce, du transport. Il y a une relative diversité qui fait que même si un secteur a des problèmes, eh bien, les autres secteurs sont toujours là. Alors que quand vous prenez Ribeauvillé qui est ici, 24% dans l'hôtellerie-restauration. Ouais, ben on a vu ce que ça donnait pendant le Covid, c'est-à-dire que l'emploi il s'est cassé la figure et le nombre de chômeurs a d'un seul coup augmenté énormément. Donc on a, alors pareil sur Roufac, c'est très intéressant. Fabrication de matériel de transport 22%, hôtellerie-restauration 17%, je suis plus d'un tiers de l'économie dans deux branches, c'est assez décidé. Donc là aussi j'ai une ressource. J'ai des entreprises, des savoir-faire, des compétences, du chiffre d'affaires, des salaires, mais en même temps, cette ressource-là peut être vulnérable. Il suffit qu'il y ait un petit choc si la spécialisation est trop élevée. Je me rappelle de la panique en 2009 des élus mulhousiens face à l'avenir de PSA. PSA, c'était 50% de l'emploi industriel ou même plus. C'était encore 12 000 salariés, c'était énorme. Et c'était panique à bord, parce que d'un seul coup, on s'est rendu compte qu'on était ultra spécialisé. Et qu'il y a tout intérêt d'avoir des économies diversifiées, ça, on le sait bien, en économie depuis longtemps. Alors, encore un exemple dans le champ économique, vous allez me dire, oui, l'industrie, ça perd des emplois partout. C'est vrai que jusqu'à présent, jusqu'à ces dernières années, l'industrie a perdu des emplois. Mais vous voyez qu'il n'y a pas de fatalité non plus. Parce que si je prends Centre du Haut-Rhin, Dollers, Sulzbach, Kaisersberg et Saint-Louis, dans les activités dites productives, donc une grande partie c'est de l'industrie, on a réussi à créer des emplois. Pourquoi? Ah, je vais peut-être se poser la question. Et puis on dit, oui, mais alors il y a des activités qui étant moins concurrentielles, moins ouvertes sur le marché mondial, ça c'est des emplois non délocalisables, etc., etc. Ah ouais. Eh ben, c'est vrai souvent, les activités qu'on dit présentielles ont créé de l'emploi dans quelques EPSI, mais vous voyez, Kaisersberg, Münster, Val d'Argent, Ambrisac, même dans ces activités dites protégées, on a perdu de l'emploi. Donc il n'y a personne qui est à l'abri. Que vous soyez un territoire industriel ou un territoire de service, on va dire, pour faire simple, même si c'est un peu faux, mais vous n'êtes pas à l'abri. Personne n'est à l'abri. D'accord? Donc à un moment donné, il faut vraiment réfléchir sur un tissu économique qui soit plutôt diversifié, voir comment on peut le renforcer en permanence. Et là, il y a un truc fondamental. Pourquoi Ambrisac, pourquoi Centre du Haut-Rhin a gagné de l'emploi industriel? C'est parce qu'ils avaient du foncier disponible. À un moment donné, ils ont piqué les entreprises de M2A parce qui avaient besoin de se développer, parce que là-bas, ils avaient du terrain. Même chose dans la vallée de Dollers et Sulzbach, vous avez les zones d'ASPAC qui ont absorbé les entreprises qui étaient en manque de foncier. Si vous n'avez pas de foncier, vous risquez d'avoir des problèmes à terme. Donc voilà, il faut aussi réfléchir à ces aspects-là. Il faut assurer le renouvellement permanent de l'économie locale. Il ne s'agit pas de se dire, ouais, on a une grosse boîte, on a PSA, on a machin, on a truc, c'est bon, c'est tout bon. Non, ça ne marche pas comme ça. Et il faut vraiment renouveler en permanence et créer les moyens de renouveler en permanence le tissu économique. Alors, dans le domaine de l'agriculture, c'est aussi le domaine agricole, même si la statistique agricole, je renonce un peu, mais on prend la SAU, la surface agricole utile, par EPSI, vous voyez, dans le Sungo,
C'est en hectares, 21 292 hectares, c'est génial. Il y a plein de terres agricoles. Mais notre problème, c'est quand on regarde qu'est-ce que ça produit. Donc ça, c'est la production brute standard, comme on l'appelle. Et on s'aperçoit que Sungo, il y a un tout petit. Bon, alors il y en a plus que là, mais enfin, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que là, on a des exploitants agricoles qui ne roulent pas sur l'or, contrairement à ceux de Ribeauvillé. Ribeauvillé, il y a peu d'hectares, mais par contre, je vais m'en faire un à la mesure du même. Ribeauvillé, très peu d'hectares, mais vous voyez, champion de la production brute standard des exploitations agricoles. Vinicole. Ah oui, c'est le vin qui produit une richesse très importante. Dans le Sungo, vous avez quoi? Vous avez un peu de blé, un peu de céréales, vous avez beaucoup de polyculture, polyélevage. Et les vaches, eh ben, les vaches, ça ne rapporte pas tant que ça. Ça a eu rapporté, comme on dit, c'est la guerre, mais ça ne rapporte plus. Alors vous allez me dire, bon, bah, c'est le problème de l'application de l'agriculture, ouais, sauf que les vaches, moi j'adore les vaches, pour les manger et comme bestiole. Les vaches, pour avoir des vaches, il faut des prairies permanentes, qui constituent une manière de stocker le carbone. Demain, il n'y a plus d'élevage de vaches en France, on va pouvoir transformer toutes les pâtures à vaches en terre à blé ou à maïs, pourquoi pas, mais un grand renfort d'ammonitrate pour avoir un rendement un petit peu... Et donc là, on est sur une fragilité énorme, non seulement des exploitations agricoles qui ne sont pas forcément très rentables, mais qui rendent des services environnementaux au travers de leurs prairies et de leurs prairies permanentes. Donc il faut être très très attentif à ça, et avant de sacrifier la filière bovine, il faut peut-être réfléchir un petit peu aux conséquences écologiques du truc. L'activité agricole toujours. Alors, on a trouvé des données, alors ce qu'elles valent, à mon avis, elles sont sous-évaluées, elles sont officielles mais sous-évaluées. C'est la quantité de produits phytosanitaires achetés. On a un registre national. Vous voyez, selon les endroits, vous avez des quantités de phytosanitaires assez énormes. On est, c'est plus style, je retrouve les données sur 510 000 kilos de produits phytosanitaires et 500 000 litres de produits phytosanitaires. Tout ça, ça va se retrouver dans les sols. Il n'y a pas à couper. Donc là, on a une activité qui est intéressante. Vous voyez, elle est intéressante au plan environnemental, au travers de ces prairies notamment, ou de l'entretien de la forêt, etc. Mais de l'autre côté, elle a plein d'inconvénients, entre autres de consommer beaucoup de phytosanitaires. Alors, je n'ai pas trouvé les stats sur les consommations d'ammonitrate, d'engrais chimiques de synthèse, etc. Mais là, on serait sur quelques millions de tonnes, probablement. Donc, on a une activité, puis on a une activité qui est aussi, j'allais dire, menacée, parce que, on consomme du foncier. Et ça aussi, à un moment donné, la consommation foncière, c'est pas pour rien qu'il y a le ZAN, le zéro artificialisation nette, c'est que ça réduit ces espaces naturels et agricoles sur le territoire. Mais ça, fondamental. Ça, c'est la qualité, là, c'est la qualité des cours d'eau en 2022. Vous voyez. Normalement, si dans un monde idéal, tout serait bleu, on est au milieu de médiocre. Et voire, on est très mauvais. Donc, la qualité de l'eau médiocre, tout simplement parce qu'il y a des rejets dans l'eau. Il y a les rejets agricoles dont je viens de parler, et puis là-dessus, vous allez pouvoir ajouter les rejets industriels. 18 817 tonnes de rejets industriels. Mais ça, vous pouvez le multiplier par 2 ou 3. Parce que les 18 000 tonnes, c'est uniquement les institutions classées pour la protection de l'environnement qui sont obligées de déclarer leurs rejets au-delà d'un certain seuil. D'accord? Donc tout ce qui est en dessous du seuil n'est pas comptabilisé, et toutes les entreprises qui ne sont pas IPCE ne sont pas dedans. Donc vous pouvez le multiplier par un facteur important. Et puis l'eau, voilà, c'est une superbe ressource. On a la nappe Rhin la plus grande d'Europe. Hein. Sauf que, on prélève. Ça, c'est les prêts.
Et en plus, ils sautent. On prélève. Alors là, il y a deux grosses entreprises qui prélèvent, c'est Constellium. Et puis ici, c'est toute la plateforme chimique de Marseille qui en fait. Bon, alors les industriels se sont engagés avec l'État à réduire leur prélèvement d'eau, mais ça pose problème. Et derrière la quantité d'eau qu'on prélève, alors vous allez me dire, on en remet une partie dedans, hein, c'est pas la consommation nette, mais qu'est-ce qui se passe avec le réchauffement climatique? Le Rhin baisse, on ne peut plus y passer de barge de 3000 tonnes, alors on va passer des barges de 1000 tonnes, mais le coût augmente et il est exponentiel. Puis après, si j'arrive au Fraissinet, alors là, c'est même plus la peine. Donc ça va nous conduire à avoir des camions sur les routes, parce qu'il n'y a pas forcément de capacité ferroviaire. Et donc des camions sur les routes, c'est de la pollution, et en avant, ce sera l'air qui sera encore plus mauvaise. Je n'ai pas mis la carte sur l'air, mais mis à part ceux qui habitent tout à fait au fin fond des vallées vosgiennes du Haut-Rhin, qui ont un air à peu près correct, tout le reste, tout le reste du Haut-Rhin a une qualité de l'air assez mauvaise, et notamment avec des poussières fines qui se baladent pas mal. Puis on peut repartir dans notre idée d'être un peu systémique, et voilà ce que ça donne à partir d'une manière simplifiée, mais à partir de ce qu'on sait du climat de demain, à partir de Météo France. Un peu plus vite pour les questions. Je finis. On sait qu'il va y avoir des pluies torrentielles. Tout ça, c'est nos réseaux là, qui sont menacés. Les stations d'épuration qui débordent. La fibre, c'est pas de la fibre sous-marine qu'on met sur le trottoir. Mais si ça baigne dans l'eau, ça va supprimer encore Internet ni aucune com. Un vrai problème. Vous allez avoir des vagues de chaleur, ça on sait, avec des vagues de chaleur plus importantes. Dans les entreprises, ça va avoir une conséquence, conditions de travail, donc la productivité, voire des arrêts de production, ce qui a des conséquences sociales. Les vagues de chaleur peuvent avoir des installations, peuvent être sensibles, peuvent avoir un impact sur les installations industrielles sensibles. Le climat alsacien, c'était pas un climat ultra chaud l'été, c'était très froid en hiver, on a tout fait pour le froid, mais pas la très grande chaleur. Les risques d'incendie, les risques d'incendie sont accrus. Si la sécheresse, autre impact du changement climatique, abandon de certaines cultures, dépendance alimentaire, moins l'absorption de CO2, et puis les inondations, les reflets gonflement des argiles avec des pertes de valeur, et toujours aussi des problèmes politiques et économiques qui se posent. Quand on ne peut plus être assuré, par exemple, ça pose certains problèmes. Bon, alors pour conclure très vite, parce que je vous ai débordé, je crois, l'économique, le social, la nature, le politique, tout est impacté par les changements climatiques finalement, mais pas seulement. Il y a aussi des changements démographiques qu'on ne maîtrise pas et qui vont avoir des impacts forts. Deuxièmement, si on veut agir efficacement, il faut tenir compte, même si c'est complexe, mais il faut tenir compte de ces boucles de rétroaction, de ces interrelations entre les domaines, parce que sinon on va avoir des effets plus négatifs. Moi je me souviens de Carole, je travaillais pour l'agence de l'eau il y a 25 ans, 30 ans. On a créé des bassines, comme on dit maintenant, c'est-à-dire des lacs de retenue, et plus on crée de retenue, d'eau, plus le niveau d'étiage de la tour était faible. Ouais, parce qu'on avait oublié de dire, on a 10 000 hectares de maïs aujourd'hui, on ne va pas en avoir plus. Donc au fur et à mesure qu'on a construit des bassines, on a mis plus de maïs, on a retiré de la vigne, qui ne demandait pas d'eau, et on a mis du maïs. Et donc à chaque fois qu'on faisait une bassine, on pompait dedans. Donc il y avait de moins en moins d'eau dans les gaves. Comme il y a un caractère systémique, les acteurs privés ne sont pas forcément les mieux placés, alors ce sont les parties prenantes bien sûr, ne sont pas forcément les acteurs privés qui sont les mieux placés pour opérer le changement. Et donc il y a un rôle très clair pour les institutions publiques, parce que quand je parle d'air, d'eau, par exemple, du sol même, ce sont des biens publics. Et les biens publics, mieux vaut pas les laisser dans les mains uniques du marché. Et donc il y a un problème de régulation, mais ça, c'est pas surprenant, il y a un problème de régulation qui est renouvelé, qui est souhaité.
Mais on a essayé de montrer, parce que tout ça, ça peut avoir l'air très négatif, on a essayé de montrer dans la conclusion du document qu'il y a plein de choses qui se font, il y a plein de choses qui peuvent se faire. Encore faut-il que les acteurs aient envie de le faire et réussissent justement à trouver un mode de gouvernance, comme on dit maintenant, adapté pour avancer sur ces sujets. Voilà. Ah. Ah. Il y aura du temps pour les questions juste après. Oui, je fais. Donc Didier a parlé de certaines ressources et vulnérabilité du territoire. Moi, je vais vous parler d'un indicateur qui permet de suivre la couverture arborée sur l'agglomération mulhousienne. Donc en effet, les arbres permettent de réduire la fragilité du territoire, ils améliorent la qualité de l'air, la qualité de l'eau, permettent de préserver la biodiversité, réduisent les gaz à effet de serre et les îlots de chaleur urbains. En 2020, la FUTSUB Alsace a réalisé une publication sur les archipels climatiques qui permettait de localiser les îlots de chaleur et les îlots de fraîcheur sur l'agglomération mulhousienne. Avec le réchauffement climatique, on voit que les températures fortes, les périodes vont être plus longues et plus fréquentes, que la température est plus forte en ville, et que la végétation permet justement de lutter contre les îlots de chaleur. On voit par exemple là sur un exemple, voilà. Je suis pas sûr. Ouais, oui. Ça me rassure. Et moi, ça revient pas. Ça revient trop. Ah, on a le même souci. Donc là, par exemple, la forêt du Tannenwald, on voit bien que c'est très arboré et on voit au niveau du rendu des îlots de chaleur et de fraîcheur que la température au sol est beaucoup plus basse. Et on gagne entre 2 et 6 degrés dans les zones de végétation dense. Pareil pour les zones imperméables, on voit les zones totalement imperméabilisées que la température au sol, ici, donc le parvis de la gare, que la température au sol est très élevée. Et on voit une nette différence entre une partie végétalisée et une partie imperméabilisée au niveau du tram du nouveau bassin. On voit la différence nette de température. Donc le but, c'est de trouver des solutions pour renaturer les sols. Donc il y a plusieurs solutions, de végétaliser les parkings, de végétaliser et désimperméabiliser les cours d'école, de déconnecter les gouttières et retirer les bordures pour que directement l'eau arrose les espaces verts et permette l'infiltration directe de l'eau de pluie. Donc il y a le groupe scolaire des Romains de Rixheim qui justement a été refait. Donc ils ont végétalisé les sols en partie, ils ont mis des copeaux de bois, ils ont mis des pavés drainants. Ils ont planté des arbres et des vivaces. Voilà un exemple avec les photos. Donc, le calcul de l'indice de canopée. Donc, l'indice de canopée permet aux communes de suivre l'état de leur forêt urbaine et rend possible la planification des plantations. Donc, la canopée, c'est la partie supérieure des arbres, c'est la cime des arbres. L'indice de canopée, c'est le rapport entre l'ombre fournie par l'arbre et la superficie d'un territoire dans la tâche urbaine. Donc, jusqu'à ce traitement-là, il n'y avait pas de données préétablies, donc on a dû faire un croisement de plusieurs données. Donc on est parti de la vue aérienne infrarouge, qui nous a permis de calculer un indice de végétalisation, et avec les valeurs les plus hautes, justement, qui représentent la végétation la plus photosynthétique, nous a permis d'avoir toute la couverture végétale de la région mulhousienne, de l'agglomération mulhousienne. Et avec les modèles numériques de terrain et d'élévation, on a permis de prendre tout ce qui était supérieur à 3 mètres et avec un nettoyage manuel encore de la donnée, de récupérer l'ensemble de la canopée du territoire et par découpage de la tâche urbaine et de chaque commune, d'obtenir un indice de canopée par commune. Donc, voilà le rendu cartographique. Donc on voit bien les zones denses arborées. Donc c'est les parties vertes foncées, et les parties vertes claires, c'est toute la couverture végétale. Donc on a le pourcentage par commune. On voit que certaines communes ressortent comme Hombourg, mais parce que Hombourg, le golfe est dans la tâche urbaine et très arboré, donc ce qui nous fait avoisiner les 30% pour Hombourg. Donc en moyenne sur l'agglomération mulhousienne, on est à 15% d'indice de canopée. Donc le but étant de l'augmenter avec les années. Donc là, j'avais fait
des rectangles qui représentaient la superficie totale de Mulhouse, la superficie de la tâche urbaine, la part de végétation totale dans la tâche urbaine et la part de végétation basse et de canopée. Donc on est à 20% sur Mulhouse. Donc comment augmenter l'indice de canopée? Déjà c'est de choisir l'essence des arbres, donc privilégier les arbres qui sont très grands à maturité, choisir en fonction de leur forme et de leur essence pour avoir une ombre conséquente, et de varier les essences et faire en sorte qu'elles s'adaptent bien au milieu où elles sont plantées. Donc il y a des actions à mener par les collectivités pour augmenter l'indice de canopée, c'est-à-dire recenser, il faut faire un état des lieux de tous les arbres du territoire, ensuite planifier un plan pluriannuel de plantation, informer les particuliers, parce qu'il y a des particuliers qui ont des arbres sur leur parcelle privée, il faut les conserver, et favoriser aussi, enfin les inciter à planter sur la partie privée, sensibiliser dès le plus jeune âge, donc dès l'école, faire des sessions de sensibilisation, et faire participer tout le monde faire des sessions de plantation pendant les journées citoyennes. Voilà, ce genre d'événements. Donc pour suivre l'indice de canopée, donc comme je vous ai dit, on a dû faire un traitement spécifique de croisement de plusieurs données. Depuis 2023 et 2024, on a récupéré 2 nouvelles données sur l'ensemble du Haut-Rhin. Donc on a les données COSIA, qui est la couverture au sol par intelligence artificielle, donc qui est là représentée en vert. Et je vous ai mis par-dessus la canopée que nous on avait traitée donc en orange. Donc on voit que ça correspond pas mal, il y a des petites différences. Par exemple, là on a une belle différence où nous on avait mis de la canopée alors qu'il n'y en a pas, mais vu que nous on s'était basé sur la vue aérienne 2018 et que là c'est calé sur la vue aérienne 2021, en fait en 2018 on voit bien qu'il y avait un arbre qui a été coupé depuis. Donc j'ai fait un calcul pour mémoire, donc avec le traitement de la FUT on est à 52 hectares, et avec les données COSIA on est à 48 hectares. Donc il y a une petite différence, mais vu qu'il y a 3 années d'écart, c'est peut-être aussi à cause de ça, et nous on a pris à partir de 3 mètres. Peut-être aussi une légère différence à ce niveau-là. Et donc les autres données sont les données LIDAR HD, donc ça c'est sous forme de nuage de points. Donc ça a été fait avec des impulsions à partir de satellites, des impulsions qui permettaient justement d'avoir tous ces points-là qui permettent, ici j'ai juste affiché la végétation forte, donc c'est en fait la végétation haute, ils appellent ça végétation forte, et en dessous j'ai mis de nouveau la canopée que nous on avait calculée, les taches rouges en dessous, qui correspondent, mais ça nous permet d'avoir un beau rendu 3D. Et pour ces données-là, par exemple les données COSIA, elles sont mises à jour tous les 3 ans, donc on a vraiment possibilité de suivre cet indice-là avec la même technique de calcul tous les 3 ans et de voir l'évolution et avec des données plus précises. Donc il y a 3 publications en lien avec la publication de l'indice de canopée. Ils sont tous sur le site internet à part celui qui va sortir en avril. Donc il y a Demain les arbres, il y a un observatoire des haies donc, qui paraît le mois prochain et une publication sur les îlots de chaleur. Voilà.